Excellent. Ben, écoutez, on est de retour. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Sylvain pour sa présentation. Ouais, merci de m'avoir invité. Je suis content de vous voir. Je connais à peu près tout le monde, sauf Morgane et Adam. Alors, bonjour à vous. Écoutez, vous m'avez invité à parler de... Le titre, c'est Valorisation des données générées et l'expertise acquise en matière de connaissances auprès de divers publics, dont le public médiatique. Euh, c'est sûr que c'est de plus en plus... Là, je parle beaucoup, en fait, je vais parler beaucoup aussi aux jeunes chercheurs, aux futurs chercheurs, là. Sur la base de mes propres interventions dans les dernières années, notamment dans les médias, mais aussi dans des fondations, dans des organismes communautaires. Là, j'ai pris l'invitation d'aujourd'hui comme une occasion pour moi de réfléchir un peu à tout ça. C'est la première fois que je parle de ces choses-là. Voilà, ce que je vous parle, ça vient vraiment de mon expérience et ce sera appuyé par une sélection de certaines de mes plus mauvaises interventions dans les médias, dont je parlerai un petit peu au cours de cette présentation. Bon, d'abord, dire que ce soit présentation dans les organismes, fondations, organismes communautaires, dans les médias, c'est de plus en plus valorisé. Puis là, je vous le dis aussi en tant que directeur d'un centre de recherche, je vois bien dans les instances qui nous encadrent, de plus en plus, on doit rendre des comptes là-dessus. Pendant longtemps, c'était juste aligné dans les CV des chercheurs le nombre de communications scientifiques. Après, il fallait intégrer aussi dans les médias, mais maintenant, c'est plus généralement ce qu'on fait en termes de mobilisation des connaissances. Pas seulement livrer un propos, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ce propos passe hors de l'université. Donc, il y a des incitations un peu collectives dans le milieu de la recherche à ça. De l'autre côté, individuellement, il ne faut pas se cacher que c'est bon pour l'ego d'intervenir dans des organismes ou dans les médias, de se savoir lu ou écouté, ce qui n'est pas toujours le cas quand on écrit des choses, quand on a une dimension très solitaire dans nos travaux, donc d'être sollicité ou d'être entendu parfois, c'est très bon pour l'ego. Donc, c'est un deuxième point positif. Troisième point qui fait qu'à mon avis, il faut s'intéresser à ça, c'est on est financé par de l'argent public, donc c'est important aussi de diffuser la connaissance. Et puis, en même temps, se rendre compte, et des fois on est tellement dans le champ scientifique qu'on a tendance à l'oublier, que le mode de communication scientifique, il est hors champ pour tous ceux qui sont hors du champ scientifique. Et notre manière de parler, de faire des références, tout ça est absolument anormal par rapport au champ dans lequel on va intervenir quand on sort de l'université. Donc, ce travail sur le format, il n'est pas facile. Quelque part, on est mal placé pour faire ce boulot-là, souvent. On n'est pas très bon pour faire ce travail-là. Ce que je voulais dire aussi en préambule, c'est que la place et l'énergie qu'on donne à cela, que ce soit intervenir dans des organismes, dans les médias, ça dépend certainement de notre conception et travail de chercheurs. Je vois au CRIS, par exemple, au Philab, c'est pareil. Il y a des chercheurs pour qui c'est pas du tout important et c'est vraiment, il faut leur tirer la manche pour qu'ils le fassent. Pour d'autres, au contraire, ils y accordent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais derrière, je pense que ça dépend aussi, on n'aura sans doute pas le temps de rentrer cette discussion-là, mais je pense que au-delà de quelle place on donne à ça dans notre métier, ça dépend aussi d'une conception en fait du travail intellectuel. Et là-dessus, moi, je pense que je peux être assez clair avec vous. Disons qu'il y a des chercheurs qui, je pense, croient plus à la figure, ce qu'on appelle de l'intellectuel universel. Dans les années 70, 60, c'était, par exemple, des intellectuels qui intervenaient sur des sujets très, très divers et avec une posture un peu parfois presque prophétique, c'est-à-dire de donner des réponses totales à des problèmes totaux, hein, comme disait Pierre Bourdieu. Et puis, à l'inverse, il y a ceux qui pensent plus que l'intellectuel doit avoir un rôle d'intellectuel spécifique, c'est-à-dire intervenir uniquement sur les travaux qu'il a faits, sur des sujets qu'il maîtrise, et donc au contraire, d'être dans quelque chose de plus spécialisé. Moi, clairement, je suis plutôt sur la deuxième version, c'est-à-dire que c'est un principe, je n'accepte d'intervenir, notamment dans les médias, que sur les sujets sur lesquels j'ai moi-même travaillé, ce qui est une limite importante. Et je comprends que tout le monde ne fasse pas ça, mais moi, c'est mon hygiène personnelle. Et aussi, je me méfie beaucoup, et ça se développe beaucoup aujourd'hui, j'en parlerai pas, mais là, on parle d'intervenir dans les organismes ou dans les médias, d'intervenir dans les médias sociaux.
Il y a des chercheurs qui deviennent des éditorialistes Facebook et qui ont une production Facebook absolument monumentale. Je pense que ça pose d'autres problèmes dans lesquels je n'entrerai pas maintenant. Donc là, intervenir auprès de divers publics hors université, c'est un peu comme ça que j'ai pris l'invitation. Moi, je pense que ça pose deux grandes questions qu'il faut se poser à chaque fois. C'est quoi le format dans lequel je vais intervenir et c'est quoi le rôle qu'on veut me faire jouer? Et est-ce que je suis à l'aise avec le rôle qu'on veut me faire jouer? Donc, quand je reçois une invitation, moi, j'essaye maintenant de toujours me poser les questions. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour répondre? Donc, justement, est-ce que j'ai des données? Est-ce que j'ai des connaissances? Est-ce que j'ai travaillé dessus? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont beaucoup mieux placés que moi pour répondre? Ce qui peut amener à répondre, à conseiller quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour répondre? Deuxièmement, est-ce que je peux exposer correctement ce que j'ai à dire dans le format proposé? En gros, est-ce que les conditions d'énonciation, c'est-à-dire la place qu'on me fait pour parler, le temps que j'ai pour parler, le format de l'émission, est-ce que les conditions d'énonciation sont correctes? Est-ce que les conditions de réception sont correctes? Normalement, dans des organismes, par exemple, communautaires ou dans des fondations, quand j'interviens, j'essaye de regarder ça, c'est-à-dire, vous pouvez parler de manière, on peut vous dire, vous avez 1 heure pour parler, vous êtes complètement libre pour parler, mais si vous savez que les gens ne sont pas du tout réceptifs et au fond, que vous allez perdre votre temps parce que les gens ne sont pas là pour ça, ou vous êtes complètement à compte, enfin, bref, toutes les conditions sont retenues pour que vous ne soyez pas entendu. Bon, il ne s'agit pas de savoir pouvoir seulement parler, des fois, il faut pouvoir être entendu. Puis, des fois, il vaut mieux réfléchir à ça. Troisièmement, est-ce que je suis à l'aise avec le rôle qu'on veut me voir jouer? Parce que quand vous avez des invitations, que ce soit dans les médias ou dans des organismes, vous répondez toujours en fait à un casting ou à une demande ou à un rôle. On vous invite rarement sans raison et il faut réfléchir à ce qu'on est à l'aise avec le rôle qu'on veut me voir jouer. Voilà. Et quatrièmement, est-ce que ça me sert comme chercheur? Moi, c'est une question que je me pose de plus en plus, notamment quand je dois arbitrer entre plusieurs demandes. Je vais y revenir après. Alors, par exemple, pour aujourd'hui, les gros points positifs, quand Diane m'a demandé d'intervenir, c'était super, j'avais 20 minutes, un public intéressant et intéressé, tous les voyants sont ouverts, ça me donne un espace pour faire le point sur mes propres pratiques, ça me sert comme chercheur, super. Problème, je ne comprends pas le titre indiqué pour mon intervention. Je l'ai dit à Diane, elle m'a dit c'est pas grave, parle de ce que tu veux. Et puis tout de suite, une des questions que j'ai posées à Diane, c'est est-ce que c'est enregistré ou pas? Bon, toutes ces questions-là, c'est lié à une parano que j'ai développée maintenant que j'interviens des fois dans des endroits où j'ai eu des mauvaises expériences et je fais attention. Mais voilà, j'étais très content d'intervenir aujourd'hui. Premier cas de figure dont je vais parler maintenant, c'est intervenir hors de l'université. Le premier cas de figure pour moi, c'est intervenir, par exemple, dans un CA ou dans une réunion. Dans les CA, ça m'est arrivé quand même assez souvent, intervenir dans un CA pour faire passer des connaissances dans le cadre d'un débat en cours au sein d'une organisation. Ça m'est arrivé dans des organismes communautaires, ça m'est arrivé dans des fondations où c'est à la fois, oui, faire passer des connaissances, mais souvent c'est faire passer des connaissances parce qu'ils ont un problème, parce qu'ils se posent une question. Et des fois, c'est bloqué un peu politiquement, puis c'est comme faire intervenir une tierce personne. Des fois, vous allez dire des choses au fond qu'ils savent déjà, mais c'est le fait qu'une personne tierce le dise dans le débat va enclencher une dynamique de discussion. Bon, ça m'est arrivé quand même assez souvent. C'est pas évident parce que dans ces moments-là, on est dans l'arène. Ce qu'on dit, ça va être apprécié par certains, ça va être mal reçu par d'autres. On est enrôlé au sein d'un jeu qu'on n'a pas toujours envie de jouer puis qu'on maîtrise pas complètement. Mais l'intérêt, c'est que ce qu'on dit justement est écouté très finement et directement et enrôlé dans le débat. Donc souvent les gens ont des interventions, sont d'accord, pas d'accord avec vous, donc c'est stimulant puis c'est riche pour vous. Moi, ce que j'ai toujours trouvé intéressant quand j'interviens dans ces cas-là, dans des CA ou pour des organismes ou dans des événements de fondations, d'organismes communautaires, d'abord, c'est que moi je trouve que ça nous donne la chance de rentrer, d'être comme une petite souris, puis d'assister par exemple à un CA. De voir comment ça se passe, la manière dont le débat s'y passe, les arguments, les interactions. J'aurais jamais pu voir, moi, comment ça se passe le CA de la Fondation Chagnon si je n'avais pas été invité à participer ou à certains organismes communautaires. Et puis, donc, on apprend beaucoup, c'est très riche pour nous comme lieu d'observation. Et puis, aussi, c'est jouer le jeu de cette discussion-là. Moi, je trouve que ça permet de nouer un contact, de devenir un interlocuteur. Donc là, ce qui est très important, je vous dirais, c'est quand vous acceptez ça, de participer à cette discussion-là,
bah, justement, c'est un peu de conditionner le fait que vous n'êtes pas juste là pour dire quelque chose, puis après vous partez, puis il n'y a plus jamais de suite, mais de commencer à nourrir un dialogue. Donc, par exemple, vous intervenez pendant un CA, on vous fait intervenir, vous parlez, après on vous demande de quitter la salle, des fois ça arrive. Bon, c'est quand même important après de dire, bah, d'accord, moi je voudrais savoir qu'est-ce que c'est devenu après, c'est quoi les décisions qui ont été prises, de nourrir le débat. Le risque, quand on intervient dans ces configurations-là, c'est que quand le débat prend, qu'on parle en même temps qu'on réfléchit, ben, c'est toujours le risque un peu du propos mal maîtrisé, bref, de dire une bêtise. C'est-à-dire, c'est différent de parler 15 minutes, puis d'être tout seul à parler, et après d'être dans des délibérations où ce qu'on dit est pris à partie, puis on répond. Il y a toujours le risque de sortir un peu du périmètre de sa propre compétence ou de la rigueur d'énonciation qu'on avait prévue. Je prends un exemple. J'avais participé à une soirée débat où on intervenait chacun notre tour 20 minutes. On était 3 intervenants. C'était les médecins québécois pour un régime public qui voulaient réfléchir au rôle des fondations et de la philanthropie au Québec. Débat super intéressant. On intervient chacun 20 minutes. Et puis après, il y avait un débat qui a duré au moins 2 heures. C'était très, très long. Mais c'était vraiment super intéressant. Et évidemment, dans la partie autant de préparation, je m'étais bien préparé, je savais exactement ce que je voulais dire, pas dire. Après, dans la partie débat, surtout quand ça dure 2 heures, là, bon, bah, ça, des fois, on maîtrise un peu moins. Sauf qu'ils ont tiré une publication à partir de cet événement où ce qui était dit, notamment dans le débat, était comme inscrit par écrit. Et ça devenait comme quelque chose de très formel, alors que c'était beaucoup moins maîtrisé, notamment des propos que j'avais tenus pendant le débat après, qui étaient beaucoup moins maîtrisés que ce que j'avais dit avant dans ma présentation. Donc, quand on joue le jeu du débat, il faut faire attention des fois à ce que devient ce qu'on dit. Et quand c'est sur un mode comme ça de débat un peu vif, parfois, c'est moins évident. Donc, il ne faut pas hésiter. Moi, je me le marque sur une feuille de pas seulement savoir ce qu'on veut dire, mais rappeler son mode d'intervention. Par exemple, bon, là, je vous livre des résultats de recherche, ou alors là, j'émets juste des hypothèses, je réfléchis en même temps que vous. Alors, je n'ai pas travaillé là-dessus, je vous réponds parce que vous m'interpellez, mais bref, des fois, rappeler un peu le périmètre de validité de ce qu'on dit quand on intervient à l'oral, mettre un peu des garde-fous à ses propres sorties de périmètre de compétences. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est surtout par rapport à intervenir dans les médias. C'est l'essentiel de ce que je veux vous dire. Par rapport auparavant, à la situation d'Adjoint, que je vous disais, intervenir dans des CA, par exemple, quand on intervient dans les médias, la parole, a priori, est moins enrôlée. On est vu comme on est des experts qui donnons un point de vue. On n'est pas au milieu d'une discussion. Bon, donc, a priori, c'est moins enrôlé. Et puis, on est moins dans une dynamique comme ça où on contrôle moins. Au contraire, on va intervenir 5 minutes, 10 minutes. Le défi, je pense, quand on intervient dans les médias, c'est que l'insertion de notre parole, il est dans un dispositif beaucoup plus large qu'on maîtrise pas et que souvent on ne sait pas à l'avance. Donc, qui va parler avant, qui va parler après? Quand c'est un reportage, par exemple, qu'est-ce qui va se trouver autour? Est-ce qu'il y a du montage ou pas? Bref, même si vous vous concentrez très fort sur bien livrer votre parole et votre message, vous ne maîtrisez pas tout ce qu'il y a autour. Et des fois, ce qu'il y a autour va tellement connoter ce que vous avez dit que vous n'allez pas vous-même vous y retrouver. Donc ça, c'est la difficulté générale avec l'intervention dans les médias. Après, quand je dis intervenir dans les médias, je pense qu'il faut toujours distinguer, et moi je vous invite à toujours bien identifier ça quand vous faites solliciter. C'est quoi cette sollicitation? Est-ce que c'est le journaliste de presse qui vient à la pêche aux infos? Ça, c'est le journaliste qui vous envoie un courriel pour vous dire je prépare un sujet sur, je sais pas, par exemple, les frais de collecte, les frais administratifs des fondations. Est-ce qu'on pourrait se parler? Mais là, c'est ce journaliste qui est très en amont, qui défriche un sujet. Et des fois, vous pouvez parler pendant 1 heure avec lui, mais il est juste à l'étape de la préparation. Il ne fait pas une entrevue. Donc, des fois, vous allez donner 1 heure, puis ça ne donne rien. Il ne va pas vous citer pour autant. À l'inverse, des fois, il vous dit « je suis juste en train de réfléchir ». On discute à bâton rompu, mais il faut savoir que la plupart du temps, les journalistes, notamment les journalistes de presse, vous enregistrent sans vous le dire. Moi, ça m'arrivait très souvent. Et vous retrouvez après une citation de vous alors que vous êtes dans une discussion où vous réfléchissez à haute voix avec lui et il prend un morceau de citation que vous retrouvez dans l'article. Donc, le journaliste de presse qui vient à la pêche aux infos, c'est-à-dire qui n'est pas dans « je fais une entrevue formelle avec vous », il faut faire très attention à ça parce qu'à la fois, c'est le format où vous pouvez le plus dire de choses parce que justement, souvent, c'est des discussions plus longues.
Et vous pouvez dire justement, bah, ça, je ne suis pas sûr, ça, je pense que, ça, ce que vous ne pouvez pas faire dans une entrevue à la télé, par exemple. Par contre, attention à la manière dont c'est utilisé parfois, parce que ça peut aller de aucun résultat du tout à vous retrouver une citation de vous, alors qu'on ne vous a jamais dit que c'était une entrevue. Donc, faites attention à ça et demandez-le toujours. Est-ce que vous m'enregistrez en ce moment? Oui, non. Préciser, bah là, ce que je dis justement, je veux bien vous parler de quelque chose, mais c'est non enregistré. Et moi, je le dis maintenant à des journalistes. Des fois, je dis, je veux bien vous parler, mais je ne veux pas être cité dans l'article du tout. Ça m'est arrivé, par exemple, cet été, quand il y avait les controverses sur We Charity, etc. J'avais suivi une partie, mais je n'avais pas tout suivi. Ça changeait tous les 3 jours. Je disais, je n'ai pas assez suivi pour dire des choses sûres, je n'ai pas travaillé dessus, justement, je n'ai pas fait d'enquête. Par contre, il y avait quelques questions qui posaient de compréhension où je me disais, je peux l'aider. Donc, je lui disais, je veux bien vous aider, mais je ne veux pas être cité euh, du tout dans l'article. Donc, il faut le dire, vous devez le dire. Parce que la règle générale, c'est que si vous faut toujours intervenir pendant l'entrevue, pendant la collecte de données, parce qu'après, c'est fini. C'est-à-dire, appeler un journaliste pour dire, ben non, en fait, vous m'avez cité alors que je n'étais pas enregistré, vous devez changer ça. Là, le journaliste va toujours vous dire, ben non, là, c'est de la censure, c'est de l'attaque à la liberté d'expression. Il ne changera jamais l'article, sauf si c'est une erreur énorme. Il ne changera jamais l'article une fois qu'il est sorti. Donc, c'est avant qu'il faut. Voilà. Donc, le premier cas de figure, c'est le journaliste qui vient à la pêche aux infos. Ce qui est frustrant parfois, c'est qu'il va vous citer souvent le journaliste va vous citer pour une citation que vous trouvez complètement anodine, genre, genre de tout ce qu'a raconté, par exemple, Antoine tout à l'heure. La seule chose qui va être citée, c'est il n'y a pas de règle au Québec sur les frais administratifs. Mais tout le reste, par exemple, le cadrage qu'Antoine a expliqué, en quoi c'est problématique de réfléchir comme ça, tout ça, ça va se retrouver dans l'article, mais vous ne serez pas crédité pour ça. Donc souvent, vous serez crédité pour l'info factuelle plate, mais pas pour la réflexion. Donc ça, c'est le journaliste qui vient à la pêche aux infos. Deuxième cas de figure, le journaliste radio, souvent c'est radio ou télé, qui veut un son pour réagir à l'actualité. Là, ce n'est pas du tout pareil. Autant le premier, il est dans la réflexion, puis il est en amont, il ne sait pas encore s'il va écrire quelque chose. Le deuxième, il faut qu'il produise une réaction à un fait d'actualité. Par exemple, il y a justement We Charity ou quelque chose comme ça, ou par exemple, s'il y avait une controverse sur un article dans un journal qui sortait sur mon Dieu, il y a une fondation importante qui a des frais administratifs de 50%, c'est un scandale, il faut des sons pour réagir à ça. Et là, vous devez réagir tout de suite. Et dans ces cas-là, ils veulent que vous réagissiez tout de suite. Donc, c'est l'appel à 6 heures du matin, 6h30 du matin pour répondre tout de suite par la radio ou par la télé. Et en gros, ce que vous dites souvent a peu d'intérêt. Ce qui est important, c'est pour eux, c'est d'avoir un son, d'avoir une réaction. Donc, c'est souvent très court. C'est pour réagir, pour parler. Et les journalistes radio qui appellent, donc c'est le premier qui répond. Si vous dites faut que j'y réfléchisse, c'est mort. Si vous voulez intervenir, c'est tout de suite. Et pour ça, réfléchissez bien. Est-ce que vous avez quelque chose à dire qui est solide, qui est prêt ou pas? Moi, ma règle générale, c'est si j'ai rien de solide sur lequel j'ai déjà travaillé à dire, je ne me lance pas dans réagir en direct à la radio ou à la télé. Donc ça, c'est la réaction à l'actualité. Ça, c'est très compliqué et très piège. Et souvent, c'est en direct. C'est réaction à la radio, par exemple. C'est au moment du téléjournal, on va vous appeler en direct. Ou sinon, c'est une captation, mais condition directe 10 minutes avant. C'est en une shot. Et voilà. Donc ça, il faut faire attention, je dirais. Ce qui est vraiment les conditions optimales, super agréables, c'est le podcast enregistré ou l'article dans une revue avec une entrevue en longueur. Où là, on vous sollicite parce qu'on a lu quelque chose que vous avez écrit, on vous a entendu avant, puis on a envie de vous entendre plus en longueur. Il y a un intérêt pour ce que vous faites. Voilà, c'est l'inverse vraiment de ce que je vous dis avant sur réagir à chaud à l'actualité. Là, c'est au contraire les gens qui prennent du temps pour vous faire parler en longueur. Ça, c'est vraiment super. Ça m'est arrivé là, le mois dernier, par exemple, une émission de radio suisse, un journaliste qui avait lu un article que j'avais écrit et 3 ans après, il m'écrit pour me dire « J'aurais fait une entrevue de je sais plus, de 40 minutes avec vous à partir de cet article. » C'est un truc incroyable. Là, ça, c'est super parce qu'en gros, c'est le journaliste, il est intéressé à vraiment aller chercher ce qu'il a trouvé intéressant chez vous et à le mettre en valeur. Et ça, je vous dirais que c'est les meilleures conditions, ça. Donc, podcast enregistré, entrevue dans un journal, entrevue longue,
sur vos travaux. Ça, c'est 4 étoiles. Ça. Et le dernier type d'intervention dans les médias, donc le premier, je vous disais, c'est le journaliste qui va à la pêche aux infos. Deuxième, c'est la réaction à l'actualité. Troisième, c'est mettre en valeur vos travaux dans les médias. Le quatrième, c'est un peu un mélange, des fois souvent de tout ça, c'est la participation à une émission de télé ou à un débat à la radio. Vous êtes là pour livrer un contenu, mais aussi interagir avec d'autres. Et souvent, c'est parce qu'il y a de l'actualité derrière. Alors justement, c'est là où souvent vous intervenez dans une configuration où vous ne maîtrisez pas ce qui va connoter votre propos. Donc je me souviens par exemple d'intervenir je suis intervenu 2 fois dans une émission de radio en direct à Radio-Canada où par exemple les chroniqueurs interviennent sans arrêt, y compris pendant que vous avez 10 minutes, vous avez 7 minutes pour intervenir, vous avez prévu vos 7 minutes, mais au bout de 2 minutes, vous avez un chroniqueur qui vous intervient, soit pour poser une question qui a plus ou moins rapport, soit pour faire une blague, soit pour… Ça, il faut s'y préparer. Ça, c'est une première contrainte. Vous préparez vos 7 minutes, mais qu'est-ce qui va se passer autour? La deuxième contrainte, c'est quand c'est enregistré et qu'il y a du montage. Donc, moi, ça m'est arrivé dans une émission, dans plusieurs émissions, mais le plus, c'était dans les Francs-Tireurs, où ce qui était très particulier dans l'émission Les Francs-Tireurs, c'est que le travail, la recherchiste avait fait un travail exceptionnelle. Parmi toutes les recherchistes avec lesquelles j'ai travaillé, celle qui avait le mieux bossé en amont, elle avait tout compris. Et le journaliste qui était en face de moi, du Trisac, avait très bien compris et avait une connaissance très fine en fait, des enjeux, notamment en discutant avant dans les loges, etc. Je vois qu'il a extrêmement bien compris et très bien bossé. Une entrevue qui dure 1 heure dans des conditions de quasi direct en fait, avec une captation. Ils font un montage après. Et dans le montage après, je me rends compte qu'il y a des phrases qui sont coupées, ou parfois on a gardé le début et la fin de la phrase, mais pas ce qu'il y avait au milieu. Ou des fois, par exemple, on a gardé une question qui était ici à la 12e minute et une réponse qui était à la 30e minute. Et donc vous, voilà, ce qui paraît, évidemment, c'est le résultat final. Donc vous n'êtes pas toujours maître de ça. Et ça, je vous dirais que c'est très compliqué parce que vous maîtrisez sur le moment même ce que vous dites. Mais maîtriser le montage après, ça, vous ne pouvez pas le faire. Et ça, c'est une configuration très, très compliquée, je dirais. C'est la plus compliquée des 4 pour moi. Dans tous les cas, dans les 4 cas de figure, toujours vous souvenir que ça prend du temps de préparer son intervention. C'est long. C'est long de préparer son intervention dans les médias, y compris une intervention de 2 minutes quand c'est en direct dans le téléjournal, ça prend du temps. A fortiori, quand c'est une longue entrevue, ça prend des fois encore plus de temps. Deuxièmement, moi, je vous dirais de toujours préparer exactement ce que vous voulez dire, c'est-à-dire les messages, et vous voulez faire passer 1, 2 messages, 3 messages maximum, et toujours réfléchir à ce que vous voulez dire et ce que vous ne voulez pas dire. Moi, maintenant, je me fais des boîtes rouges, des choses que je ne veux pas dire, des zones dans lesquelles je ne veux pas rentrer, et quand je vois qu'ils vont dans cette zone-là, je les vois de loin, j'anticipe à l'avance les choses dont je ne veux pas parler. Quand j'interviens notamment à la radio, parce qu'à la radio, c'est bien, vous pouvez avoir vos papiers, on ne le voit pas évidemment. Hein. Ça m'est arrivé une fois où c'était la radio, mais en fait, c'était filmé aussi. Je n'avais pas compris que c'était filmé aussi, mais ça, c'est tant pis pour moi. Moi, j'amène mes données statistiques, par exemple, en backup. Des données que j'ai devant moi pour que ce soit pas là. Vous avez toujours un journaliste qui va vous dire mais c'est quoi le niveau des dons cette année? Et puis là, si vous n'avez pas les données, c'est la panique quand c'est en direct. Donc moi, j'amène mes stats toujours. Conseil aussi, si vous devez vous présenter, apprenez à vous présenter en 5 secondes. Vous êtes doctorant à l'Université Laval. Le fait que vous soyez au Philab, dans tel truc, personne n'a le temps pour toutes nos lettres de noblesse et nos 8 titres d'appartenance. Donc, apprenez à vous présenter en 5 secondes. Et si vous êtes un vrai professionnel, ce que je ne suis pas encore, il faut noter le prénom de l'animatrice ou de l'animateur. Les vrais pros dans les médias, ils disent toujours tout à fait Jean-François. Et d'ailleurs, voilà. Et quand vous êtes un gros nul et que vous arrivez, que tout d'un coup, merde, comment il s'appelle? Ça, c'est la grosse différence. Donc, notez le prénom. Maintenant, mes trucs. Premièrement, mon truc, c'est savoir dire non. Je pense que c'est important de savoir dire non, malgré le fait que c'est bon pour l'ego, que c'est flatteur, que c'est important de le faire. Toutes les raisons que je l'ai dit au début pour dire oui, il faut savoir dire non parfois. Moi, je pense que quand on n'a pas travaillé sur un sujet, il faut savoir dire non. Ou alors parce qu'on n'a pas le temps de bien se préparer.
Des fois, moi, j'ai accepté, par exemple, sur un sujet où j'avais pas travaillé dessus, mais j'avais un mois pour bosser dessus et ça m'intéressait de travailler dessus. Je disais, ça va me mettre un coup de pied au derrière pour bosser là-dessus. Donc, j'ai le temps de le préparer. Euh, donc, mais si vous n'avez pas le temps de bien préparer, par exemple, vous donné un cours le matin, vous avez une conférence juste avant, bref, vous savez que vous allez arriver au dernier moment fatigué. Enfin, réfléchissez anticipez là-dessus. Voilà, est-ce que vous pouvez bien vous préparer? Est-ce que vous avez travaillé dessus? Est-ce que le format d'émission est trop incertain? Si vous avez trop de doutes, je pense qu'il faut savoir dire non aussi. Surtout quand vous êtes des jeunes chercheurs, parce qu'une mauvaise entrevue, quand c'est votre sujet de recherche, euh, vous pouvez vous décrédibiliser, vous pouvez brûler votre terrain, vous pouvez brûler votre accès au fait que vous ne serez pas rappelé dans les médias parce que justement vous avez… Bref, il faut faire attention parce que je pense qu'intervenir trop tôt en carrière, je vais le dire comme ça peut avoir des conséquences négatives multiples. Mais il y a une manière de bien dire non. D'abord, vous ne vous posez pas des questions pendant 3 heures. Là, si vous, au bout de 3 heures ou 2 jours, vous répondez aux journalistes, finalement, je pense que, bon, de toute façon, ce qu'il veut, le journaliste, c'est être fixé rapidement. Donc, moi, je les appelle tout de suite quand je ne suis pas sûr et je leur dis non. Mais je leur dis non. Ils sont très contents qu'on leur dise non rapidement. Le pire pour eux, c'est de ne pas savoir et d'être dans l'expectative. Les journalistes, ils travaillent en 1 heure, 2 heures. Donc, vous rappelez tout de suite, vous dites non. En expliquant pourquoi vous n'êtes pas disponible et vous référez quelqu'un d'autre. Moi, c'est ce que je fais quasiment tout le temps. Et je pense que ça fait qu'ils m'aiment bien et que du coup, ça fait qu'ils vont continuer à vous appeler, en fait, même si vous avez dit non, et que le jour où vous êtes prêt à intervenir, là, vous allez intervenir. Et glisser quand vous dites non, non, parce que ce n'est pas ma spécialité, mais par contre, si c'est sur telle fondation, tel thème, là, par contre, ça me fera plaisir d'intervenir. Puis des fois même, si vous êtes assez intéressant en le disant, ils vont dire « Ah, j'avais pas pensé, on pourrait faire un sujet là-dessus, je vous recontacterai. » Ça m'est arrivé le mois dernier. Donc, savoir dire non. Deuxième, donc si je dis oui, me préparer, je termine là-dessus. Donc, réfléchir toujours à c'est quoi le type d'émission quand je vais dans les médias. Ce que je vous dis, enregistrer, pas enregistrer, montage, pas montage, conditions du direct, est-ce que je suis le seul à parler, est-ce que c'est un débat, est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent me couper, est-ce que je peux avoir mes notes devant moi ou pas. Bref, vraiment réfléchir à toutes ces conditions-là. Mon deuxième truc, et ça c'est mon super truc, que je ne livre qu'aux gens du Philab. Non mais mon vrai apprentissage au fur et à mesure de ces années, c'est que la solution, c'est d'être gentil avec les recherchistes et de bien travailler avec les recherchistes. Pour les émissions de télévision et les émissions de radio, ce n'est pas l'animateur qui va faire ça, sauf si c'est une petite radio communautaire. Là. Mais dès que c'est des gros médias, il y a des animateurs qui présentent, mais c'est les recherchistes qui font tout le travail avant pour préparer les sujets, préparer les questions, écrire les questions. Donc, c'est avec eux qu'il faut faire le travail. Et souvent, c'est des gens qui sont super compétents, super intéressés. Et moi, par exemple, avec eux, je joue vraiment carte sur table. C'est-à-dire certaines questions, moi, je leur dis, par exemple, les questions auxquelles je ne veux plus répondre. Donc, des fois, ils m'appellent pour dire, on voudrait faire un truc sur est-ce que les Québécois, pourquoi les Québécois sont moins généreux, ou alors, est-ce que vous pouvez nous dire les ONG ou les fondations auxquelles il ne faut pas donner parce qu'il y a trop de frais administratifs. Bon, tout ça. Moi, je leur dis, non, je ne réponds pas à ça. Je vais vous expliquer pourquoi rapidement. Je pense que derrière, vous avez une bonne question, mais la manière dont vous le posez, ça va faire que vous n'aurez pas une bonne émission. Puis derrière, j'amène ce qui me paraît plus intéressant derrière. Bon. Mais aux recherchistes, vous pouvez expliquer ces choses-là. Et là aussi, vous pouvez leur mâcher le travail en disant « Je pense qu'une bonne question à poser, ce serait ça. » Puis leur expliquer pourquoi c'est une bonne question. Puis vraiment, c'est une question auquel vous trouvez ça intéressant parce que vous avez une réponse derrière, puis ça a du sens. Puis… Donc, c'est vraiment avec les recherchistes que vous pouvez faire le travail. Et souvent, moi, c'est des gens avec qui, des fois, j'ai parlé une demi-heure, 40 minutes, 1 heure. Puis c'est eux, en fait, ils ont beaucoup de pouvoir, en fait. Et eux, ils vont vous dire, bon, ça, c'est super intéressant. On n'a pas le temps de parler de tout ça aujourd'hui, mais on va faire l'entrevue sur les points 1, 2 et 3. Puis on vous rappellera plus tard pour un 4 et 5. Même des fois, ils vont vous dire, je travaille sur plusieurs émissions. Ça et ça, on va le faire dans l'émission d'aujourd'hui. Puis on fera une autre capsule, par exemple, sur RDI. On pourra faire une capsule pour le point 4, qui est un truc à part. Voilà. Donc, ne sous-estimez jamais les recherchistes et jouez carte sur table avec eux. J'ai déjà eu une très mauvaise expérience dans tel truc, je ne veux plus parler de telle question. Moi, je leur dis carte sur table ce que je ne veux pas faire. Là. Moi, ma boîte rouge dans laquelle je ne veux pas rentrer, je leur dis. Et je n'ai jamais eu des problèmes par rapport à des engagements de recherchistes. Alors que l'animateur, lui, ça se passe dans l'instantanéité. C'est trop tard. Il va vous poser une question embarrassante. Donc, bossez avec les recherchistes.
Si vous dites une bêtise au moment de l'entrevue, notamment quand c'est… Alors, que ce soit enregistré audio avec un journaliste de presse ou que ce soit enregistré à la télévision, caviarder en direct. C'est ce que c'est les textes caviardés, là. C'est quand on met de l'encre par-dessus du texte pour ne pas pouvoir relire, là. Mais dites-le directement, là. Vous dites un truc, puis en le disant, vous vous dites, oh, c'est pas ça que je voulais dire. Dites-le tout de suite. Ok, je m'arrête. Ce que je vous ai dit, c'est pas juste, c'est pas ça que je voulais dire. Donc, on coupe là et je reprends. Faites-le s'il y a du monde, que ce soit enregistré à l'audio ou enregistré émission de télé, vous l'avez dit, ils ne pourront pas le reprendre. D'accord? Donc moi, je le fais maintenant. Je dis, ok, je vous ai dit ça tout à l'heure, ou même je le dis, je vous ai dit ça tout à l'heure, j'y repense maintenant, je préférais que ça reste en off et que je ne sois pas cité là-dessus. Mais dites les choses au maximum pendant, quand c'est enregistré. Faites pas ça quand c'est en direct, mais quand c'est enregistré, faites-le. Parce que comme je vous dis aussi, après, c'est trop tard. Après, si vous essayez de changer les choses, c'est trop tard, c'est de la censure, vous attaquez l'autonomie du journaliste, ça c'est l'habitus journalistique, là où ça va revenir comme un boomerang, il ne changera jamais après. Donc vous changez, vous bossez soit avant avec le recherchiste, soit pendant en caviardant. Dernier élément, le plus souvent on ne vous prévient pas quand ça sort. Une entrevue dans un journal, une émission, etc. etc. Donc demandez à ce qu'on vous prévienne. On ne vous préviendra pas, mais vous l'aurez fait. Et ma conclusion, c'est parfois, il faut arbitrer entre être un bon client médiatique et être un bon chercheur, je pense. Être un bon client médiatique, c'est répondre très vite et s'adapter au format attendu et accepter le rôle qu'on veut nous faire jouer. Des fois, ces conditions-là elles coïncident avec ce que nous, on a envie de dire, avec ce qu'on pense important de faire comme chercheur, et c'est le match parfait, puis ça marche très bien. Parfois, ça ne fonctionne pas, et à ce moment-là, je pense qu'il faut savoir dire non. Et aussi, je pense qu'il faut faire la part des choses pour vous entre ce que ça vous apporte et ce que ça vous coûte maintenant, mais aussi à l'avenir. Et vraiment, moi, j'insiste là-dessus, notamment quand on est en thèse. Faire une entrevue, par exemple, où on risque de se fâcher avec des gens, briser un lien de confiance, un lien de confidentialité, briser un terrain. Et des fois, on ne sait pas nous-mêmes avec quelle entrevue on aura besoin de faire dans un an. Hein. Donc, faites attention à ça, entre le plaisir de l'ego, du bon mot, je vous le dis parce que je me suis déjà fait avoir là-dessus, entre le plaisir du bon mot, de l'ego, de choquer le bourgeois ou de dire le truc en plus, versus se mettre dans une très mauvaise situation par rapport à une enquête de terrain, une collecte de données, etc. Attention à ça aussi. Et tout ça prend du temps d'aller dans les médias, d'aller dans les organisations. Donc, quand je disais réfléchir par rapport à votre carrière de chercheur, c'est par rapport au temps que vous mettez là-dessus et l'énergie que vous mettez là-dessus par rapport à le mettre dans d'autres choses. Mais ça peut être formidable. Moi, j'ai fait des interventions dans un organisme communautaire ou dans une fondation. J'ai fait des interventions qui, pour moi, étaient que de la diffusion de connaissances, mais en fait, qui ont été des moments d'enquête de terrain hyper riches pour moi. Et dans les médias aussi, ça s'est aussi des fois extrêmement bien passé. Puis des fois, ça m'a même ouvert des terrains. Alors, ça peut super bien se passer. Mais je voulais vous mettre en garde aussi par rapport aux autres critères. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Sylvain. C'était très riche, très dense. Est-ce qu'il y a questions, commentaires rapidement?